je vais gagner cette élection du 12 octobre 2025. Lorsque vous parlez de rupture et progrès, est-ce à dire que si vous êtes élu président de la République, il n'y a plus de si, hein, à ce qui nous concerne. Nous sommes dans le si parce que l'élection, c'est que nous avons du terrain. Ah, les retours, vous savez, ils peuvent être des retours qui restent au niveau de la campagne. Mais souffrez que j'ai la naïveté et que j'accepte de m'arc-bouter sur la naïveté de penser que les hommes et les femmes que moi je rencontre sur le terrain, M. Jolikoum, me disent la vérité. Vous savez que... Non, vous savez pas penser que vous savez qu'il y a d'autres insulter la sincérité et l'honnêteté des hommes et des femmes que moi je croise. Et que lorsqu'ils me le disent, ne me le disent pas sur le ton de la blague. Vous n'avez peut-être pas idée de la misère et de la souffrance que les gens endurent au quotidien. Vous savez qu'il y en a d'autres qui sillonnent également et qui entendent les mêmes messages, non? Mais moi je vous parle de moi. Oui, vous êtes bien placé pour parler. Mais c'est pas parce que quelqu'un d'autre est allé sur le terrain et qu'il a entendu qu'il ne peut pas être président, que moi qui suis allé sur le terrain votre conviction, la population me dise que je peux l'être. Votre conviction à ces déclarations, c'est quoi? C'est ce que vous sentez, vous percevez? Ou bien il y a un élément? Une élection présidentielle, c'est une rencontre, Monsieur Jolikoum. Oui. C'est une rencontre entre un homme, un projet, le projet qu'il porte, et un peuple. Et la conviction que je me forge est le produit de cette rencontre. Vous m'avez reçu auparavant. Je ne vous disais pas les choses de la même manière. En ces termes-là. Mais c'est une conviction qui jaillit de la rencontre entre le candidat que je suis, le projet que je porte et les populations que je rencontre. Vous avez commencé à parler... Ce que je vous dis est factuel. C'est un retour de terrain. On aura peut-être l'occasion, cette émission, c'est qu'on avance, on recule, mais ça permet de mieux comprendre. De mieux comprendre où est-ce que le candidat mène ses concitoyens. Vous avez commencé à parler de votre offre politique. Ce n'était pas prévu, mais effectivement, la rubrique qui donne la parole aux concitoyens fait en sorte que s'il y a des préoccupations que nous n'avons pas prises en compte, ils peuvent les soulever et donner l'opportunité à l'invité de répondre. Cela a été fait et nous voulons continuer. En parlant de votre projet de société, chaque candidat en porte un. Le vôtre. Et tant mieux. Le vôtre, quelle est son originalité? Quelle est sa spécialité? Sauf à revenir sur les explications que vous venez de donner. Mais est-ce que vous pensez que quand vous avez défini, vous avez parlé, présenté les choses telles que vous l'avez fait, c'est suffisant pour convaincre? Ben, évidemment. La pertinence... Revenons un peu sur le plan économique. La pertinence emporte la conviction. Allons-y. Oui, qu'est-ce que vous proposez sur le plan économique? Certains, tout à l'heure, pour revenir à la question que je venais de vous poser, en réfléchissant à vos propos, en vous écoutant, en parlant notamment du candidat de la rupture, pense que au lendemain de votre élection, une fois que vous arrivez au palais de l'unité, si vous êtes élu, eh bien, vous mettez tout à plat. Les institutions de la République, les administrations publiques, tout est à plat. C'est ça votre... C'est ça? Mais non, nous ne sommes ni des nihilistes, ni des dévastateurs de je ne sais quoi. Ce que nous proposons pour le Cameroun, puisque vous parlez d'économie, c'est ce que les économistes appellent la transformation structurelle. Avant d'arriver à l'économie, la réponse à cette question... c'est vous qui m'avez posé la question sur l'économie. Je suis parti à l'économie et suis revenu. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on avance, on recule. Allez-y. Mais on avance de cette manière. Alors la question maintenant, la question c'est est-ce que vous allez mettre tout à plat? En termes d'institutions? Oui. Toutes les institutions de la République? Oui. Non, nous allons... Pour commencer un Cameroun nouveau. Nous allons réformer les institutions. C'est d'ailleurs l'objet du 10e chapitre de notre ouvrage. Elles vont continuer à fonctionner. La rénovation de l'État. Mais bien sûr, le rôle de l'État, M. Jolikoum, c'est d'assurer le service public. L'une des choses qu'il faut qu'enfin dans ce pays, l'État fasse, c'est de servir le public. La perception globale que les populations, que les citoyens ont de l'État aujourd'hui, c'est que c'est un État qui les spolie, c'est un État qui les écrase, c'est un État qui les dépouille, c'est un État qui les menace, c'est un État qui les intimide, alors que le rôle originel de l'État, et là je vais invoquer les grands auteurs qui ont pensé l'État sous la forme actuelle, les Jean-Jacques Rousseau, les Thomas Hobbes, ils ont pensé l'État pour que ce soit un refuge, pour que l'État soit un recours, pour que l'État soit un secours.
Des expressions du genre, le gendarme est le commencement, le respect du gendarme est le commencement de la sagesse. Lorsque vous voyez un policier, un gendarme, il ne doit pas vous inspirer la peur. Il doit vous inspirer la quiétude. C'est ça le rôle de l'État. Et cela doit donc innerver les institutions. C'est un grand chapitre. Il faut réformer les institutions de façon globale, c'est ce que je peux vous dire, pour que celles-ci soient au service du citoyen. Quelque chose de bien simple, que vous pourrez vous-même recouper et que nous proposons, nous le prenons à notre compte. Il y a un rapport thématique qui a été rendu public en 2009. Ça date, hein, par la Chambre des comptes, qui montrait, qui faisait une sorte de cartographie des établissements publics administratifs qu'il y a au Cameroun. Et était arrivé à la conclusion que, au mieux, le tiers de ces institutions-là étaient des gouffres à sous. Et personne, aucun des citoyens ne savait exactement à quoi elles servaient. Il faut donc un toilettage du cadastre institutionnel camerounais. Toutes les institutions gouffres à sous qui ne servent à rien, ben, il faut les faire disparaître. Autre chose de bien simple, Monsieur Jolikoum, l'espace public de travail doit être un espace agréable, ne serait-ce qu'à l'accueil. Moi, j'aime toujours prendre, faire la comparaison entre les services publics qui sont partiellement privatisés. Je pourrais prendre le service de la santé. Je pourrais prendre le service, par exemple, de la téléphonie. Vous allez dans une structure privée qui rend ces services et vous allez dans une structure publique qui rend les mêmes services, vous avez l'impression parfois que vous vous retrouvez à l'arrière-cour de l'autre. C'est tout simplement vétuste, c'est sale, c'est impropre à vivre, ainsi de suite. Ce sont des êtres humains qui travaillent dans ces espaces-là. Et nous parlons dans notre politique, d'ailleurs, d'un plan de rénovation de l'espace du service public. Ça, c'est une chose. L'autre chose pour le service public, c'est la présence de l'État. Selon les standards internationaux, un État doit avoir en fait un nombre d'agents publics à peu près équivalent au 10e de sa population. Ça veut dire qu'un pays comme le nôtre, qui affiche 30 millions, enfin, qui est estimé à 30 millions d'habitants, devrait avoir en fait environ 3 millions d'agents publics. Mais on n'est pas obligé d'arriver à 3 millions parce que, heureusement, avec la numérisation, il y a aujourd'hui un certain nombre de choses que l'humain ne fait pas et que l'ordinateur ou le numérique peut faire. J'ai même envie de dire que rien n'explique, par exemple, en 2025, qu'un usager, pour suivre son dossier, soit parfois obligé de partir de Koussiri pour le ministère à Yaoundé, alors qu'il y a aujourd'hui des outils numériques et informatiques, y compris même des centres d'appel qui permettent de renseigner les gens sur leur dossier. Mais ça toujours est-il. Ça se corrige bien quand même. Oui, mais tant mieux. Toujours est-il que dans le cas spécifique du Cameroun, actuellement, l'absence de l'État se ressent partout. Nous prenons seulement l'exemple des services publics administrés, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la justice, la sécurité. Ces trois secteurs, vous verrez que l'absence de l'État est criant. Ça aussi, on est toujours au cœur des réformes institutionnelles. Je vous ai parlé du toilettage. Maintenant, les institutions constitutionnelles, par exemple, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Nous faisons des propositions claires pour les réformer, y compris le pouvoir judiciaire. Prenons le cas du pouvoir exécutif. Nous pensons, nous, que le modèle présidentiel, pour nous, est le meilleur modèle. Parce que le président de la République est élu sur la base d'un engagement qu'il prend devant le peuple. Le modèle que nous avons copié aux Français, qui est un modèle institutionnellement un peu hypocrite, c'est-à-dire que vous avez un président de la République qui est élu, et puis vous avez un premier ministre qui est son fusible. C'est un modèle qui n'emporte pas complètement notre adhésion. Mais nous disons clairement dans notre projet que ça va se faire de façon transitionnelle. D'ailleurs, nous proposons, une fois élu, d'avoir comme première ministre une femme. Parce que ça aussi, ça fait partie des réformes qu'il faut apporter dans ce pays. Si je prends le cas des institutions législatives, nous l'avons déjà dit à maintes reprises, nous revenons là-dessus. Pour nous, l'Assemblée nationale doit être de fond en comble réformée, et Dieu sait que j'y suis. Le règlement intérieur doit être complètement réformé pour repenser le travail parlementaire. Mais la Chambre, la deuxième, le Sénat, ne sert strictement
à rien de notre point de vue. Il faudra remplacer par une chambre particulière qui aura en son sein les hommes de Dieu et les hommes de tradition, dont le rôle sera de s'assurer que le pouvoir exécutif respecte notre identité. Et lorsque j'évoque maintenant l'institution judiciaire, et là encore dans notre offre politique, nous n'allons pas aller dans... Très bien comment nous allons changer, comment faire pour que la justice devienne nous sommes humaine, rassurés, Président. comment faire pour que la justice devienne efficace, comment faire pour que la justice devienne efficiente. Tout cela, nous le déclinons clairement dans notre offre politique. Je peux aller dans les détails une fois que vous le souhaitez, mais ceux qui veulent bien font un tour dans www.cabral2025.cm. Ils ont tous ces éléments. Et l'éducation, alors, c'est un autre sujet très intéressant. Nous proposons de la décoloniser complètement, revoir le calendrier scolaire, de revoir le temps scolaire, la question du livre, le statut de l'enseignant, autant de choses que nous abordons. Vous aurez l'occasion de revenir sur tous ces autres pans de votre programme. Nous avons des programmes qui sont prévus à cet effet à partir de l'ouverture de la campagne. D'ailleurs, nous le faisons déjà avec notre programme Le Tam Tam électoral qui sera sa 3e édition demain soir sur cette antenne lorsqu'il sera 21h. Nous sommes encore avec vous. Vous avez abondamment déjà parlé de votre programme, des indicateurs économiques peut-être avant qu'on ne passe à autre chose, avant qu'on ne passe au sujet qui concerne la vie politique autour de l'élection présidentielle de 2025. Vous semblez avoir des clés pour sortir le Cameroun du marasme. Mais cela n'est pas encore bien perçu par certains de vos compatriotes qui en redemandent. Certains veulent savoir quel est le remède miracle, la baguette magique, si vous en avez une, pour sortir le Cameroun économiquement du marasme actuel. Baguette magique, je ne sais pas. Mais de toute façon, pour relancer une économie, il faut intensifier le travail. Intensifier le travail. On ne travaille pas assez? Non, intensifier le travail, c'est créer le travail, faire en sorte que les gens travaillent. Parce que c'est quand les gens travaillent que l'on intensifie le revenu. Est-ce que c'est pas le même discours que celui... Est-ce que ce discours n'est pas le même que celui du pouvoir en place en ce moment? Qui chaque fois dit qu'on a intensifié, on a créé de nouveaux emplois et tout ça. Non, la particularité justement, ou la différence si vous voulez, entre le pouvoir sortant et moi, c'est que ça ne s'arrête pas au discours. En termes de discours, ils en sont devenus des experts. Le seul problème avec eux, c'est que ce qu'ils font n'a rien à voir avec le discours. La réalité. Allons droit au but. Pour que notre économie se porte bien, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. J'abordais la question tout à l'heure. Il faut que nous sortions d'abord très vite de ce que les économistes appellent le big push, pour que nous rentrions dans ce que les économistes appellent aussi la transformation structurelle. C'est-à-dire quoi? Le big push, c'est faire trop de choses en même temps sans qu'aucune d'entre elles n'arrive à terme et ne produise de l'effet. Ça, c'est le modèle du pouvoir sortant. Ce qu'on appelle en d'autres termes et en façon simpliste, vous avez des exemples? Le mouvement sur place. C'est-à-dire, par exemple, ils vont vous dire, si vous prenez simplement leur document, le document de croissance qu'ils ont rendu public, ils vont vous dire en 5 ans qu'ils vont construire 10 aéroports, 10 ports, 25 autoroutes et tout ce que vous voulez. Évidemment, au bout, ils vont injecter 1 milliard ici, 2 milliards là-bas, on va s'endetter, on va saupoudrer. Tout cela, c'est de la politique politicienne. Donner l'impression que beaucoup de choses se font sans que jamais aucune d'entre elles n'arrive à quoi que ce soit. Vous avez bien vu qu'à la faveur des élections, tiens, ils inaugurent, comme il faut envoyer des fleurs à la partie anglophone, vous voyez qu'ils inaugurent beaucoup de choses là-bas ces jours-ci. Pourquoi c'est de la poudre aux yeux? Mais évidemment que c'est de la poudre aux yeux. Mais la route est là. Quand c'est inauguré, d'accord, elle est là. Mais quand on pose la première pierre, attendons de voir. Et les poses de première pierre dans ce pays, il y en a par centaines. Mais revenons à l'essentiel de ce dont nous étions en train de parler. Il faut donc au Cameroun prioriser. Mais avant d'arriver même à la priorisation, là on est dans l'économie réelle, il faut que les ressources camerounaises soient optimisées. C'est-à-dire que l'argent public serve le Camerounais. Pour optimiser la ressource publique au Cameroun, il y a déjà des réformes budgétaires qu'il faut faire. J'ai déjà démontré à maintes reprises ce que je ferai dès le lendemain. Monsieur Jolicoeur, seulement sur le fonctionnement de l'État, du jour au lendemain, je fais 200 milliards d'économies. Seulement sur le gel des projets peu rentables, je vous génère
200 milliards d'économies. Je viens là seulement de vous prendre 2 exemples. Si j'attaque le dossier des subventions dans ce pays, de l'argent qu'on injecte dans des choses improductives, je génère encore au moins 100 milliards, je suis à 500 milliards. En fait, dans ce pays, il faut que l'argent public soit injecté dans des secteurs productifs. Et le secteur le plus productif pour nous, qui nous a été donné par la nature, c'est le secteur agro-pastoral. Le Cameroun, c'est 7,2 millions d'hectares de terres arables. La Malaisie, dragon d'Asie, a 7,6 millions d'hectares de terres arables. L'Allemagne, puissance européenne, a 7,4 millions d'hectares de terres arables. Tous ces 2 pays que je viens de citer, un asiatique, un européen, sont à plus de 90% de mise en valeur de leurs espaces labourables et cultivables. C'est ça qu'on appelle terres arables, alors que le Cameroun peine à dépasser les 20%. Et nous disons que nous devons en 5 ans mettre en activité, en production, au moins 600 000 hectares de terres arables par an dans ce pays, pour qu'en 5 ans, nous ayons mis en exploitation au moins la moitié de l'annonce faite par un haut cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, concernant le soutien à un candidat consensuel pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, l'opinion publique a été immédiatement secouée. Ces mots n'ont pas seulement éveillé la curiosité, ils ont aussi ouvert un large débat sur la stratégie et l'orientation de ce parti qui, depuis sa création, s'est positionné comme une force politique incontournable dans le paysage camerounais. Beaucoup se demandent, que signifie réellement ce choix? Quels sont les calculs politiques derrière cette déclaration? Et surtout, quelles peuvent être les conséquences sur l'avenir du Cameroun et sur la volonté populaire exprimée ces dernières années? Le MRC, conduit par Maurice Kamto, avait marqué l'histoire récente lors des élections de 2018 en arrivant en 2e position officielle selon les résultats proclamés. Depuis lors, ce parti est perçu comme la principale voix de l'opposition. Mais en 2025, le scénario change brutalement. Son leader est disqualifié et ne peut pas concourir. Ce fait, qui en lui-même soulève déjà beaucoup d'interrogations, pousse la formation politique à revoir sa stratégie. Plutôt que de boycotter, plutôt que de rester silencieux, le parti choisit de maintenir une présence et d'affirmer sa participation par un soutien à une candidature de compromis. Ce positionnement surprend certains, mais il peut aussi être lu comme un signe de maturité politique. En effet, au lieu de céder à l'émotion ou de tourner le dos au processus électoral, le MRC rappelle qu'il a travaillé dur pour inscrire des milliers de Camerounais sur les listes électorales. Il serait donc incohérent, pour eux, de demander ensuite aux militants de rester en marge du scrutin. Leur logique est claire, si la bataille a été menée pour pousser les citoyens à s'enrôler, alors elle doit se prolonger jusqu'au vote. C'est aussi une manière de donner une voix à cette mobilisation, même en l'absence de leur candidat favori. Dans cette perspective, la déclaration du MRC prend une dimension stratégique. Soutenir un candidat consensuel n'est pas simplement une concession, mais un choix tactique pour rester dans l'arène politique. Cela signifie que le parti refuse d'être réduit au silence, qu'il ne veut pas être perçu comme spectateur d'un processus qui décidera de l'avenir du pays. Au contraire, il veut être acteur, peser dans la balance, influencer le résultat, même indirectement. Mais ce choix ouvre aussi une série de débats. Qui sera ce fameux candidat consensuel? Comment sera-t-il choisi? Le MRC aura-t-il réellement son mot à dire dans cette désignation ou s'agit-il simplement d'un alignement sur des forces politiques déjà établies? La population, quant à elle, attend des réponses concrètes. Beaucoup de militants, attachés à l'image et au charisme de Maurice Kamto, pourraient se sentir déroutés par cette orientation. Leur fidélité est d'abord liée à une personne et non à une alliance encore floue. La direction du MRC devra donc redoubler de pédagogie pour convaincre sa base que ce choix est la meilleure option pour maintenir vivante l'idée d'une alternance pacifique au sommet de l'État. Ce qui est intéressant, c'est que le discours tenu lors de cette réunion régionale met aussi en avant un autre aspect fondamental, la politique ne s'arrête pas au 12 octobre. En d'autres termes, le parti appelle ses militants à voir au-delà de l'échéance présidentielle. Les législatives et municipales qui suivront seront également des moments cruciaux. Ainsi, la stratégie ne se limite pas à soutenir un candidat à la présidentielle, mais à s'inscrire dans une dynamique globale qui vise à consolider la présence du MRC dans les institutions du pays. Index revers pointant vers la droite blanc. Si vous suivez cette analyse jusqu'ici et que vous voulez voir plus de contenu critique et objectif sur l'actualité politique au Cameroun, pensez à vous abonner à la chaîne,
à laisser un commentaire pour partager votre avis et à partager cette vidéo autour de vous. Cela aide énormément à faire circuler l'information et à enrichir le débat public. En observant le contexte, il faut aussi remarquer la dimension symbolique du message « Notre voix doit être entendue ». Ce refrain revient à plusieurs reprises dans les propos rapportés. Il traduit une volonté de ne pas disparaître du paysage politique malgré les obstacles. Le MRC cherche à se présenter comme un parti résilient, capable d'adaptation et prêt à défendre l'expression démocratique sous toutes ses formes. Cependant, cette démarche n'est pas exempte de critiques. Certains analystes pourraient voir dans cette décision une faiblesse ou une résignation, un aveu d'impuissance après l'éviction de Maurice Kamto. D'autres, au contraire, y verront un signe de pragmatisme, savoir reculer momentanément pour mieux avancer plus tard. Le débat est ouvert et c'est précisément là que se situe toute la complexité de la stratégie politique. En regardant de plus près la déclaration d'un soutien à un candidat consensuel, il faut comprendre que ce n'est pas une simple formule politique. Derrière ces mots se cache une stratégie qui cherche à équilibrer plusieurs réalités, la pression des militants, l'opinion publique nationale et internationale, ainsi que la volonté de rester pertinent dans un processus électoral qui peut redéfinir l'avenir du Cameroun. Le MRC, en tant que parti structuré, c'est que s'effacer complètement du débat reviendrait à perdre une partie de son influence et de son capital politique. Ce choix soulève toutefois une question fondamentale. Qu'entend-on par consensuel? Dans le langage politique, ce mot suggère une personnalité capable de rallier différentes sensibilités, de créer un pont entre plusieurs forces et de représenter une alternative crédible. Mais trouver un tel profil n'est jamais simple, surtout dans un paysage politique aussi fragmenté que celui du Cameroun. Les divergences idéologiques, les ambitions personnelles et les rivalités historiques compliquent toute tentative de consensus. Le pari du MRC est donc risqué, car s'il échoue à s'entendre avec d'autres forces de l'opposition, il pourrait apparaître comme incohérent ou marginalisé. Pour les militants et sympathisants, l'annonce de ce soutien peut être reçue de deux manières. Une partie y verra une démarche réaliste. Puisque Maurice Kamto est empêché, il faut trouver une autre voie pour que l'effort collectif mené ces dernières années ne soit pas vain. Une autre partie, en revanche, pourrait considérer cela comme une trahison de l'idéal initial, celui de porter leur leader au pouvoir. Entre espoir et frustration, les réactions sont donc contrastées. Ce qui est sûr, c'est que le parti devra redoubler de communication pour clarifier sa position et éviter que ses bases ne se démobilisent. Un autre point important dans ce discours est le rappel du travail d'enrôlement sur les listes électorales. Cet argument est central car il rappelle aux Camerounais que la participation citoyenne ne s'arrête pas à l'acte d'inscription. Voter est un devoir civique, mais c'est aussi une arme démocratique. En mettant en avant ce travail, le MRC veut souligner qu'il a semé et qu'il serait illogique de ne pas récolter. Ce message est aussi adressé à ceux qui pourraient être tentés par l'abstention en leur disant « Votre voix compte, même si notre candidat n'est pas là ». À ce niveau de l'analyse, il est utile de noter que la politique est aussi une question de perception. Le MRC veut être perçu comme un parti responsable qui refuse la politique du vide. En s'alignant sur un candidat consensuel, il veut prouver sa capacité à dialoguer et à rechercher l'intérêt général. Cela permet de montrer à l'opinion publique et aux partenaires internationaux que ce parti n'est pas enfermé dans une logique de confrontation permanente, mais qu'il sait aussi jouer la carte du compromis. Cependant, le risque demeure, car dans une alliance de circonstances, il arrive souvent que les calculs des uns et des autres ne soient pas totalement alignés. Si le candidat consensuel choisi ne porte pas réellement les valeurs du MRC, l'opération pourrait se retourner contre le parti. Les militants pourraient se sentir instrumentalisés et le message d'alternance pacifique pourrait perdre de sa crédibilité. C'est pourquoi l'étape de la sélection du candidat sera décisive. Elle déterminera si le choix stratégique du MRC est perçu comme une avancée ou comme un recul. Sur le terrain, la réunion organisée à Bafoussam a aussi révélé une forte volonté de continuer la lutte. Le fait que les militants scandent encore le nom de Maurice Kamto montre que son aura reste intacte. Même en l'absence d'une candidature officielle, son image continue d'incarner l'espoir d'un changement pour une grande partie de la population. Cela crée une dynamique particulière, soutenir un autre candidat tout en gardant la figure de Kamto comme symbole central. Le défi sera alors de concilier ces deux réalités sans créer de confusion dans l'esprit des électeurs. Le secrétaire général régional, Maître Tassin André-Marie, a lui-même insisté sur le fait que la politique ne s'arrête pas à une seule échéance. Cette vision est capitale.
Elle rappelle que les batailles électorales se succèdent et que chaque étape est une préparation pour la suivante. En participant activement aux législatives et aux municipales, le MRC entend consolider ses bases locales, renforcer son ancrage territorial et préparer le terrain pour les échéances futures. C'est une stratégie de long terme qui vise à inscrire le parti dans la durée, au-delà des aléas immédiats. Index revers pointant vers la droite blanc, si vous pensez que ce débat mérite d'être suivi de près, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses et surtout à partager ce contenu. Plus nous serons nombreux à discuter de ces enjeux, plus la démocratie camerounaise pourra grandir. Revenons maintenant à la portée symbolique de cette déclaration. Le MRC veut rappeler à tous que même lorsqu'il n'a pas de candidat officiel, il demeure une force politique incontournable. C'est un message de résilience, un signal envoyé à ses adversaires, mais aussi à ses partisans. Nous sommes toujours là et nous continuerons à peser. Dans un pays où la politique est souvent marquée par des exclusions et des blocages, ce type de positionnement est une manière de contourner les obstacles. Cela permet de garder vivante l'idée d'une alternance et de maintenir la flamme de l'engagement militant. En définitive, ce choix stratégique ouvre un vaste champ de débat. D'un côté, il reflète une volonté de maturité et de responsabilité. De l'autre, il expose le parti à des critiques et à des interrogations. La route vers le 12 octobre sera donc semée de défis, mais aussi d'opportunités pour le MRC.